Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de rémunération variable. Alors, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez 232 inscrits pour écouter la masterclass passionnante de Christophe Prévost, directeur commercial de Peugeot France, qui nous a parlé de son expérience comme patron de Peugeot au Japon, qui nous a parlé de sa gestion du Covid avec ses équipes, qui nous a laissé avec cette très belle citation. L'échec, si je m'en souviens, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas N'est pas fatal, fatal. c'est le courage de continuer qui compte, une merveilleuse citation de Winston Churchill. On se souvient également de son analogie avec les sportifs de haut niveau. Il dit voilà, nous dans l'automobile, on est soumis à des tensions qui font de nous des sportifs de très haut niveau. Et comme un sportif de très haut niveau, quand on se blesse, quand on fait face à une crise, à un problème d'approvisionnement de pièces, eh bien, il faut continuer à entraîner le reste de son corps pour qu'au moment de la reprise, au moment où le genou cassé reprend du service, toute l'entreprise soit opérationnelle pour accélérer plus vite que la concurrence. Je vous invite à retrouver cette masterclass de haute volée sur notre chaîne YouTube avec Christophe Prévost. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par partenariat d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance, donc de gestion de la rémunération variable, des challenges et des processus de coaching managériaux. Incentive travaille dans une vingtaine de pays et disponible dans 9 langues, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la santé, l'industrie ou la distribution. Voilà, la page de pub est terminée. Et donc, aujourd'hui, nous allons entamer cette nouvelle masterclass sur un sujet chaud. Bonjour Roland, ravi d'être ici. La rémunération variable est au cœur de la réflexion de beaucoup d'entreprises actuellement. Et finalement, du coup, pourquoi parler de la rémunération variable aujourd'hui? En quoi maintenant est-ce un enjeu stratégique pour les entreprises? Alors, la rémunération variable, c'est un enjeu stratégique parce que la rémunération variable, c'est au cœur de la confiance, de la confiance qu'un collaborateur a avec son entreprise. On a vu ces dernières années, ces derniers mois, poindre un nouveau phénomène qu'aux États-Unis, ils nomment The Great Resignation, la grande démission en français, avec cette rupture de confiance qui a été liée à l'éloignement et au bouleversement des modes de travail qu'on a vécu. Et au cœur de cette confiance, en premier lien de cette confiance, il y a la rémunération. Et on voit trop souvent dans beaucoup d'entreprises la rémunération comme une source d'incompréhension, comme une source de conflit, comme une source de réclamation, comme une source finalement non pas de motivation, mais de frustration réciproque, à la fois pour les managers sur le terrain et pour les commerciaux, tant que pour le siège, qui a du mal à gérer tout le processus, éventuellement les exceptions. Donc on voit qu'on est à un moment où on a besoin de retenir les talents. Toutes les entreprises sont dans cette dynamique, comment réengager les collaborateurs. Euh, Vous avez entreaperçu, là, j'ai passé rapidement le modèle TISA, qui est notre modèle pour aider nos clients à réfléchir sur ce qu'est l'engagement. Le premier des 4 piliers de l'engagement, c'est le pilier transactionnel. C'est finalement le bas de la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois dans ma relation avec l'entreprise. Et donc la base de la confiance entre le collaborateur et l'entreprise, c'est une rémunération qui soit claire, qui soit transparente, qui soit équitable et qui soit motivante. Et donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est au cœur de la réflexion de beaucoup de nos clients, de beaucoup d'entreprises, dans cette dynamique de retrouver, de redonner une impulsion positive et motivante à l'ensemble des collaborateurs, surtout ceux qui sont sur le terrain et qui sont un peu plus éloignés du siège. Donc ensemble, on va finalement parcourir un certain nombre de points clés de la rémunération variable.
La première question qu'on se pose quand on doit définir ou redéfinir une stratégie de rémunération variable, c'est le facteur financier, c'est combien mettre dans cette variable, quelle somme lui attribuer. Alors, combien donner en variable? Alors, combien donner en variable? Finalement, on voit des entreprises dans des secteurs très différents adopter des stratégies qui ne dépendent pas forcément du secteur. Et on va le voir dans les exemples très concrets. On a essayé de construire cette présentation autour de cas d'entreprises qui ont bousculé un peu les codes classiques et qui permettent d'élargir les horizons de notre réflexion aujourd'hui. Et le premier exemple que je voudrais prendre, c'est Hubert Joly. On a eu le plaisir de le recevoir dans les masterclass de l'excellence commerciale il y a quelques semaines. Hubert Joly, c'est lui qui a pris la tête de Best Buy. Best Buy, c'est le Fnac Darty américain. C'est la première entreprise mondiale de distribution d'électronique grand public, 125 000 salariés. Et Hubert a pris la tête de Best Buy en 2012 dans une situation catastrophique. En état de quasi-faillite. Son principal concurrent avait fait faillite, était en Chapter 11. Son deuxième concurrent était au bord du gouffre. Et Best Buy n'allait pas très bien non plus. Une des premières décisions qu'il a prises, c'est de supprimer les commissions. De supprimer les commissions. Dans un environnement de vente avec des cycles très courts, des vendeurs sur le floor, dans les magasins. Et quand on demande finalement à quoi sert à Hubert, à quoi sert le variable, il dit voilà, c'est valoriser les personnes en fonction de leur influence sur le résultat à atteindre. Et on va regarder chaque partie de cette phrase qui permet d'éclairer d'une lumière nouvelle ce que c'est vraiment que la rémunération variable et comment y réfléchir. Alors valoriser les personnes, mais c'est quoi valoriser quelqu'un? Valoriser quelqu'un, c'est finalement lui donner de la valeur en fonction de ses besoins. Et la rémunération variable, quand on doit choisir entre donner 100 € de rémunération variable ou 100 € de rémunération fixe, il faut prendre en compte la situation de la personne. Et la différence entre le fixe et le variable, c'est quoi? C'est que le salaire fixe, ça apporte de la sécurité aux collaborateurs. Le salaire variable, ça apporte un espoir de gain important, exceptionnel aux collaborateurs. Et donc, en fonction du besoin, on va déplacer le salaire fixe versus le salaire variable. Historiquement, on pensait que le salaire variable était uniquement là pour motiver, que quand il fallait motiver beaucoup des gens, il fallait leur donner beaucoup de salaire variable. Mais finalement, dans certains cas, si le collaborateur a besoin de plus de sécurité, notamment, et ce qui est le cas dans Best Buy, quand le collaborateur a un salaire faible, plus de sécurité va être plus motivant qu'un espoir de gain plus important. Donc dans le cas de Best Buy, valoriser les personnes, c'est donner plus de fixe. En l'occurrence, Hubert a pris la décision assez contestée en interne de supprimer toutes les commissions. Ensuite, le deuxième élément de la phrase, valoriser les personnes en fonction de leur influence. Là, c'est se dire qu'est-ce que je demande finalement à mon commercial? Où est-ce qu'il a du pouvoir? Et là, je vais prendre un deuxième exemple, le fabricant d'ordinateurs Dell, chez qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et le mode de rémunération, notamment pour les commerciaux qui s'occupaient du bas de marché, donc des particuliers ou des petites entreprises, n'était pas rémunéré sur le chiffre d'affaires, puisque Dell est une formidable machine de marketing direct, et donc on considérait que la vente était faite par le marketing. C'est le marketing qui générait les appels ou qui générait les visites vers le site internet. Et que le seul objectif du commercial, c'était de remonter la marge. Forcément, en marketing direct, on fait des offres à des prix canons, des prix très bas,
parfois même avec des marges négatives. Et donc, tout le talent du commercial, lorsqu'il a son client au téléphone, c'est de remonter la marge et de montrer au client pourquoi il a besoin d'un processeur plus rapide, pourquoi il a besoin d'un écran plus grand, pourquoi il a besoin d'une mémoire vive plus importante. Donc, en fonction de leur influence, c'est se dire, voilà, quelle est l'influence que le commercial doit avoir sur le processus de vente. Dans le cadre de Best Buy, dans le cadre de Best Buy et d'Hubert Joly, finalement, l'influence du commercial, ça ne doit pas être la vente. Best Buy fait face à Amazon, qui mène une guerre des prix, et donc Hubert reprend tout le sens de la mission de Best Buy autour de quelques missions, pour accompagner le client dans sa réflexion technologique, pour sécuriser le client dans un univers qui est changeant en permanence et lui redonner confiance. Et également pour équiper sa maison pour qu'il se sente, pour renforcer le confort, le confort personnel. Donc voilà, il a identifié comme ça un certain nombre de missions clés de Best Buy. Et donc l'influence du commercial, ce n'est pas de faire la vente, puisque à partir du moment où la personne rentre dans le magasin, elle a un objectif d'achat. L'objectif du commercial, c'est de réaliser ses missions que Best Buy avait défini, et donc de conseiller le client. Et bien sûr, une commission à la vente va souvent à l'encontre d'un bon conseil, puisque le commercial ne prend pas du temps s'il est focalisé sur fourguer le plus de produits à son client et puis ensuite s'occuper du client suivant pour aller à nouveau lui donner des produits. Donc toute la réputation de Best Buy, tout le positionnement de Best Buy autour de ses missions vis-à-vis de ses clients ont été accompagnés par cette transformation radicale du plan de rémunération variable avec une suppression totale des commissions. Alors, on doit réfléchir avec des analyses concrètes pour savoir quel niveau de variable souhaiter. Voilà, comment les niveaux de rémunération se comparent au marché par population, bien sûr, par rapport les managers, des commerciaux, des avant-ventes, des ingénieurs projets. Voilà. Quels sont les objectifs de performance mesurables utilisés? Là, on a vu que chez Dell, c'était la marge qui était importante. Chez Best Buy, c'était le conseil et l'accompagnement autour des missions que Best Buy avait définies. Et ensuite, on peut mesurer assez facilement l'influence du talent commercial sur sa performance. Et pour ça, on peut étudier la variabilité des performances du premier décile, des meilleurs commerciaux, et la variabilité des performances du dernier décile par rapport aux critères définis. Et donc, ces études de variabilité, de dispersion, nous permettent de mesurer la capacité d'un bon commercial à influencer un critère particulier. Donc voilà sur le sujet de fixe versus variable. Donc après le combien, la seconde question qu'on se pose, c'est le comment. Faut-il préférer une rémunération variable individuelle, collective, les deux? Alors, individuel versus collectif. Ben là aussi, dans un même secteur, on va avoir des stratégies très différentes et on va voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce sujet. Le collectif est poussé dans de nombreuses entreprises, même légalement. On a maintenant de l'intéressement, de la participation qui sont déduits de charges sociales de façon significative et qui permettent aux entreprises de redonner une partie de la valeur créée en fin d'année. Et là, je crois qu'il y a une distinction très importante à faire entre deux éléments de la rémunération variable. Il y a un premier objectif qui est de récompenser une performance particulière, une capacité d'un commercial à agir, comme on l'a vu, sur un critère particulier qui va accélérer le processus de vente et le succès de l'entreprise. Et puis un deuxième objectif qui est de faire participer l'ensemble des collaborateurs au succès, de partager finalement les résultats du succès. Et quand on sépare
les deux réflexions, finalement, on arrive à des systèmes qui peuvent être plus précis, Alors pour challenger cette hypothèse, j'ai pris un exemple très récent, hein, du directeur général de Nomination. Nomination, vous savez, c'est une très belle entreprise française qui fournit aux entreprises B2B des fichiers et des processus pour faire de la prospection. Il est un peu en concurrence avec LinkedIn finalement. Très belle entreprise, et son directeur général, M. Papeau, a décidé, et ça c'est un article qui date de la semaine dernière, donc qui est tout récent, d'abandonner les commissions individuelles pour un système de rémunération collective. Alors on peut se dire, ok, uniquement des primes de fin d'année, comment est-ce qu'on anime la performance avec ça? Et alors là, il est allé un peu plus loin. Il s'est dit, on va travailler sur du collectif en mutualisant le salaire variable, mais on va garder du salaire variable, on va garder des commissions. Alors comment ça fonctionne dans son cas? Finalement, il s'est dit, on va garder ces commissions sur les ventes, on va mettre un peu comme les tips qu'on donne au restaurant sont mis souvent dans un pot commun et répartis à la fin de la journée, hein, entre les serveurs. Hein, là, c'est pas des pourboires, c'est des commissions, et toutes les commissions sont mises en commun dans un pot commun et réparties ensuite entre les différents commerciaux. Et alors, bien sûr, il faut pouvoir différencier entre des commerciaux très seniors, des commerciaux plus juniors. Et donc, chez Nomination, ils ont défini une clé de répartition en fonction des objectifs qui sont fixés à chaque collaborateur, en fonction de sa seniorité, en fonction de son territoire, du secteur qu'il adresse. Et donc, l'ensemble de la masse de salaire variable qui a été mutualisée sera répartie, pas de façon équitable, mais de façon proportionnelle à la contribution que l'entreprise attend de chaque collaborateur. Alors j'ai pris cet exemple parce qu'il me paraissait intéressant comme une bonne initiative assez innovante pour marier engagement collectif et engagement individuel. Alors, pour orienter, hein, le système sans aller jusqu'à l'extrême et l'innovation de nomination, c'est une petite entreprise, donc on a plus de liberté, on va dire, dans la définition des plans de rémunération variable et moins de contraintes. Il y a un certain nombre de sujets, de sujets à adresser, à regarder pour trouver le bon équilibre entre individuel et collectif. Ce qui penche en faveur d'une rémunération individuelle, c'est si on vend des commodités. Hein, si on vend des commodités, on peut se dire finalement, ça va être plus entre les mains du vendeur. C'est un cycle de vente court, voilà, et donc le vendeur va avoir beaucoup d'impact. La dispersion de performance. La dispersion de performance, elle montre que le collaborateur a beaucoup d'impact, l'activité du collaborateur a beaucoup d'impact sur la performance. Et donc là, on voudra valoriser les meilleurs, hein, et différencier entre les meilleurs et les moins bons. L'autonomie du commercial. Hein, un commercial qui est très autonome, on peut le récompenser directement et ça sera équitable. Hein, un sentiment très important dans toute la réflexion autour de la rémunération variable. Et puis la taille de l'organisation également. Hein, si une organisation, si une petite organisation où tout le monde se fait confiance, et finalement on peut travailler en collectif assez facilement. Si j'ai de très grandes organisations avec plusieurs milliers de commerciaux, faire du collectif finalement c'est noyer la performance individuelle dans un grand tout qui dépasse complètement le collaborateur et dans lequel finalement il se sent assez étranger. Et donc il aura du mal à se sentir partie prenante du succès collectif. Hein. Donc la taille de l'organisation, alors c'est pas forcément la taille de l'entreprise, parce qu'on peut avoir des petites organisations commerciales dans des grandes entreprises, et on peut imaginer des systèmes de rémunération variable par équipe, hein, ce qui permet de diminuer la taille de l'organisation salaire variable, tout en étant dans un grand groupe. Voilà. De la même façon, on va pouvoir réfléchir à un salaire, une rémunération variable plus collective quand
les commerciaux ont besoin de partager de l'information. Quand on est en mode projet, par exemple, si je suis chez Air Liquide et que je vends des usines à plusieurs dizaines de millions d'euros sur des contrats de 20 ans, forcément, ça va être une équipe projet d'une dizaine de personnes. On a besoin de partager et donc là, les rémunérations doivent être également partagées. Le rythme d'innovation. Si je suis dans un rythme d'innovation, par exemple, je lance un produit, mais si on a des rémunérations individuelles lors d'un lancement de produit, ou des challenges individuels, on y reviendra tout à l'heure, ça va provoquer des comportements individualistes. Et si j'ai des comportements individualistes, eh bien, les gens ne vont pas partager les objections qu'ils rencontrent avec les clients. Ils ne vont pas partager les bonnes réponses qu'ils ont trouvées. Ils ne vont pas partager les bonnes opportunités de marché que cette innovation apporte à l'entreprise. Donc, quand on a un rythme d'innovation, plus le rythme d'innovation est important, plus on a besoin de travailler en collectif, plus la rémunération variable doit être alignée. Les réglementations aussi peuvent orienter et orientent de plus en plus vers une rémunération collective. C'est le cas des directives MIFID 2 et DIA 2 dans la banque et l'assurance, qui finalement ont réglementé des comportements qui historiquement pouvaient pousser un conseiller bancaire à pousser un plan d'épargne logement à une grand-mère de 92 ans parce qu'il était rémunéré à la commission individuellement sur la vente de son PEL. Voilà. Donc les réglementations MIFID 2 et DIA 2 ont contraint les banques et les compagnies d'assurance à travailler sur des systèmes de rémunération variable qui, ne peuvent pas récompenser des produits en particulier, donc les commissions sur un produit sont interdites, et puis encouragent des plans de rémunération plus collectifs qui vont corriger ces biais. Et puis, bien sûr, le dernier élément, c'est la seniorité des équipes. Si on a des équipes plus seniors, c'est lié aussi au fait que les équipes plus seniors travaillent également plus en mode projet sur des deals plus complexes. On va pouvoir travailler plus en collectif. La troisième question à se poser pour définir une stratégie de rémunération variable, c'est quels critères sélectionner comme levier de rémunération? Alors, les critères, on va parler de critères quantitatifs et on va parler de critères qualitatifs. Alors déjà, on a regardé ce que les entreprises faisaient, et alors là, on peut voir que les critères quantitatifs les plus utilisés sont, sans grande surprise, le chiffre d'affaires, des volumes, des quantités de biens ou de services vendus, la marge, pour 45% des plans de rémunération, plus de la marge, des critères de gestion opérationnelle, et puis des indicateurs financiers du groupe et autres. Et les critères qualitatifs, finalement, sont intégrés également dans la majorité des plans de rémunération variable, puisque 62% des plans en intègrent. Donc ensuite, comment est-ce qu'on réfléchit à quels critères utiliser et est-ce qu'il faut du quali ou du quanti? Là aussi, on revient à ce que Hubert Joly nous disait tout à l'heure, s'assurer que le commercial a une influence sur le critère pour lui rémunérer dessus. Chez Dell, le commercial bas de marché n'a pas d'influence sur le chiffre d'affaires, donc on va le rémunérer uniquement sur la marge, puisque c'est là qu'on attend son impact. Le commercial chez Best Buy, on va le rémunérer sur la qualité du service apporté et pas sur le chiffre d'affaires, puisque c'est là qu'on attend sa valeur ajoutée par rapport à Amazon. Alors, j'ai pris un exemple très concret d'un système de rémunération assez récent de MMAV. C'est un accord de 2020, donc c'est des informations publiques. Alors c'est un exemple illustratif. Et alors MMA a décomposé la rémunération variable de ses conseillers vie, assurance vie, en 3 briques
une première brique qui est les commissions sur frais, hein, qui est en quelque sorte la marge que MMA dégage lorsqu'ils vendent une assurance vie. La brique 2, les commissions sur arbitrage. Alors ça, dans l'assurance vie, pour ceux qui connaissent, il y a un grand mouvement entre l'assurance vie en fonds euros qui rapporte plus rien et l'assurance vie à points qui permet d'investir en bourse, hein, et qui rapporte plus de commissions. Donc, la brique 1, c'est les commissions sur le montant des frais. La brique 2, la commission sur les arbitrages, donc les montants qui sont déplacés de fonds euros vers fonds à points. Et puis une brique 3, donc là on est sur du quanti, hein, et puis sur la brique 3, il y a aussi du quanti, hein, avec des primes sur objectif, avec de l'épargne, de la retraite, de la prévoyance, et un modulateur de cette troisième brique 3 des primes sur objectif quanti, un modulateur en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs. Et dans les objectifs qualitatifs, ils en ont identifié 3, la satisfaction client, le pourcentage d'affaires réalisé avec du conseil et l'acquisition de clients patrimoniaux. Alors là, on voit que il faut prendre un peu de recul et se dire finalement qu'est-ce qui est du quanti et qu'est-ce qui est du quali. Le quanti, dans le vocabulaire qui est utilisé la plupart du temps par les entreprises, ce sont des résultats commerciaux chiffrés, hein, donc chiffre d'affaires, marge, etc. Le quali, ça peut prendre deux formes. La première forme que l'on voit ici, ce sont des indicateurs non commerciaux, mais quand même quantifiés, hein, sur lesquels on peut mesurer objectivement une performance. C'est le cas de la satisfaction client avec des mesures de NPS, c'est le cas d'un pourcentage de chiffre d'affaires avec du conseil, c'est le cas de l'acquisition de clients patrimoniaux. Voilà. Et puis il y a une deuxième interprétation du quali, qui est un quali finalement qui va venir d'une appréciation subjective du manager, qu'historiquement certains ont pu appeler note de gueule, hein, qui maintenant est plus structuré dans les entreprises avec des processus mieux dirigés. Donc là, on voit que dans une rémunération annuelle totale variable de un peu plus de 20 000 euros, finalement, le collaborateur va recevoir 14 000 euros, 12 000 plus 2 000 en commission directe. Donc là, c'est un pourcentage direct de la marge générée, hein. Ensuite, des primes sur objectif, où là, il y a un prorata en fonction de la performance sur un certain nombre d'objectifs, épargne, retraite, prévoyance. Et puis, un ajustement en fonction d'indicateurs qualitatifs. Alors ça, c'est assez intéressant parce que cet effet multiplicateur, c'est que si j'ai une satisfaction client qui n'est pas bonne, eh ben, ça peut pénaliser très fortement la rémunération variable. Alors ça, c'est un exemple qui n'est pas un exemple très agressif sur la satisfaction client. On a dans d'autres entreprises des modèles de rémunération variable beaucoup plus volontaristes qui, par exemple, vont conditionner l'ensemble de la rémunération variable, hein, à l'atteinte d'une satisfaction client. Donc le coefficient multiplicateur qui là ne concerne que un tiers de l'atteinte du qualitatif et qui ne concerne pas toutes les commissions, mais uniquement les primes sur objectif quanti, ce coefficient multiplicateur, il peut être appliqué sur l'ensemble de la rémunération variable. Là, ça crée des incentives beaucoup plus fortes, beaucoup plus volontaristes. Donc voilà en quelques minutes cette réflexion quanti et quali. Alors nous avons étudié le pourquoi c'est important aujourd'hui, le combien, donc l'équilibre fixe-variable, le comment, la rémunération collective, rémunération individuelle, les critères à prioriser. Est-ce que tu pourrais nous expliquer donc les modes de calcul? Alors les modes de calcul, on en identifie trois principaux. Le premier, historiquement le plus répandu, puisque c'était le plus facile à calculer, ce sont les commissions. C'est encore le système de rémunération le plus répandu aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis et moins en Europe? Parce que les États-Unis ont une approche plus directe de la motivation et veulent assurer une lecture la plus simple possible pour le commercial entre une action réalisée et un gain empoché.
Si on regarde en Europe, la répartition est un peu différente. Le commissionnement représente moins de 20% de l'ensemble des systèmes de rémunération variable. Et c'est vraiment la prime sur objectif qui a pris le dessus. Alors, l'avantage du commissionnement, c'est une grande lisibilité et une grande simplicité de gestion. L'avantage de la prime sur objectif, c'est d'arriver à une plus grande équité et un meilleur contrôle des sommes versées aux collaborateurs. Alors, la prime sur objectif, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une enveloppe de rémunération variable qui est fixée par collaborateur, par exemple 1000 euros. Ensuite, des objectifs qui sont établis sur un certain nombre de critères. Ça peut être un objectif de rémunération, de chiffre d'affaires, un objectif de marge, et on l'a vu éventuellement des objectifs correctifs qualitatifs. Et en fonction de l'atteinte de ces objectifs, on va multiplier l'atteinte moyenne des objectifs par le montant de rémunération variable établi contractuellement pour arriver à la prime variable ou la prime sur objectif. Le troisième élément qui est finalement également assez récurrent, c'est des primes à montant fixe. C'est dire finalement je donne un objectif et si cet objectif a atteint, la prime est versée. On voit ça plus fréquemment dans d'autres métiers que le métier de commercial, qui sont souvent des primes trimestrielles, souvent qualitatives, ou des primes annuelles, là également souvent qualitatives. Le dernier système de calcul dont j'aimerais vous parler, ce sont les primes sur objectifs personnalisés. C'est un mode qui a été développé historiquement par Intel, qui a été repris et considérablement amélioré et renforcé dans les équipes chez Google. C'est ce qu'on appelle les OKR, Objectives Key Results. Les OKR sont une manière de personnaliser les primes sur objectif. Donc plutôt que de dire à tous les commerciaux, vous allez être rémunérés sur le chiffre d'affaires, sur la marge et sur le service client, et il y a une formule qui va moyenner tout ça pour calculer le coefficient à appliquer sur votre rémunération variable brute. Là, chaque collaborateur va discuter avec son manager des objectifs du trimestre. Ces objectifs peuvent être donc personnalisés et peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Dans certains cas, les OKR peuvent être définis au niveau d'un département, mais ils peuvent également être définis de façon individuelle. Alors, pour arriver dans cette catégorie, il y a deux prérequis. Le premier prérequis, c'est d'être capable de définir des objectifs individuels quantifiables de façon la plus objective possible. Ce qui veut dire soit avoir beaucoup de métriques disponibles pour le manager pour lui permettre d'animer la performance et la rémunération variable au quotidien, soit d'avoir des moyens d'évaluation qualitative très structurés et homogènes dans l'organisation. Par exemple, si je n'ai pas de mesure de NPS, mais que c'est uniquement une appréciation du manager, eh bien, il faut décrire précisément à quoi correspond le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 dans l'évaluation de la qualité d'une relation client au téléphone, par exemple. Pour que chaque manager, où qu'il soit dans l'organisation, ait la même lecture, la même appréciation du niveau de qualité de relation client du commercial, pour ensuite pouvoir asseoir la rémunération dessus. Cette objectivité, même sur du quali, elle est très importante pour le sentiment d'équité. Une des grandes difficultés des primes sur objectifs personnalisés, c'est que les managers peuvent être plus ou moins généreux. Et là, ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de jalousie, beaucoup de tension à la fois entre les managers, entre les commerciaux qui ne veulent pas aller travailler dans telle ou telle équipe parce qu'ils savent que le manager note plus durement que tel autre. Donc les primes sur objectifs personnalisés, elles demandent
une grande transparence sur l'information, elle demande une grande capacité de l'organisation à évaluer du qualitatif de façon bien structurée, objective et homogène, et elle requiert également une grande maturité managériale pour être capable d'animer individuellement et de coacher individuellement ses collaborateurs sur des objectifs qui peuvent être différents de l'un à l'autre. Il y a forcément des aspects néfastes. Quelles sont les dérives possibles d'un système de rémunération variable et comment y remédier? Alors, c'est ce qu'on appelle les modulateurs. Les modulateurs. Les commerciaux sont extrêmement créatifs quand il s'agit d'optimiser leur rémunération variable. Et par exemple, si on a un phénomène d'accélérateur, et ben un commercial va être tenté de mettre pendant un mois toutes ses commandes sous le coude et de ne pas les déclarer dans le système pour finalement booster sa rémunération le mois suivant et bénéficier d'un accélérateur, ce qui générerait finalement pour l'entreprise, si en moyenne le commercial a fait 100% de ses objectifs sur les 2 mois, ça générerait une rémunération variable supérieure à 100% à la fin des 2 mois avec ce phénomène d'accélérateur sur le deuxième mois. Et donc, tout l'équilibre du système de rémunération variable s'en trouverait bouleversé. Donc les modulateurs, le premier modulateur le plus courant, ce sont les seuils. Les seuils, c'est s'assurer qu'au minimum, un collaborateur doit faire 80% de son objectif chaque mois ou chaque trimestre. Donc si le collaborateur fait moins de 80%, il ne gagne rien. Ça, c'est pour répondre au biais que je viens de décrire. L'accélérateur est également un bon outil. Ça peut induire des biais, mais c'est également un bon outil pour contrecarrer un autre biais qui est celui du commercial qui a atteint 100% de ses objectifs et qui se dit j'ai fait 100%, toutes mes commandes, à partir de maintenant, je suis à 100% le 20 mars, et bien toutes les commandes entre le 20 mars et le 31 mars, je vais les garder sous le coude, ça me fera de la réserve pour avril, et comme ça, je sécurise aussi mon mois d'avril. Alors bien sûr, en tant que direction commerciale, on a envie que les commerciaux maximisent leur efficacité à chaque mois, et donc on va surrécompenser les commerciaux pour tout le business qui sera réalisé au-delà des 100%, pour motiver le commercial à ne pas mettre ses commandes sous le coude, mais à les faire passer directement sur le mois de mars. Et comme ça, le commercial, au mois d'avril, aura encore plus d'énergie pour aller chercher ses 100%. Alors le problème des accélérateurs et des seuils, ben, on le voyait, on peut aussi faire des yo-yo. Entre la barre du seuil, si j'ai un seuil à 70% et un accélérateur, et ben, le commercial peut être tenté de faire 72% un mois et 128% le mois suivant. Et bien pour ça, on va introduire un troisième type de modulateur qui sont les primes de régularité pour récompenser les commerciaux qui auront une performance régulière mois après mois. Comment s'organise un projet de refonte? Alors, on a vu finalement les différents, on a vu le pourquoi, on a vu le comment, on a vu quels critères adopter. Maintenant, comment est-ce qu'on prend tous ces éléments et qu'on leur donne une cohérence? Comment est-ce qu'on réfléchit à aligner le système de rémunération avec les objectifs stratégiques de l'entreprise? Comment est-ce que finalement Hubert Joly a fait pour conduire cette réflexion qui l'a amené à cette décision assez radicale de supprimer les commissions pour l'ensemble de ces 125 000 collaborateurs? Alors un projet de refonte, il se structure en 4 sprints. Un sprint de diagnostic avec un audit de l'organisation, un audit des dispersions des rémunérations, un audit de l'efficacité de la rémunération sur la performance. Donc on va mapper la performance et les rémunérations et voir s'il y a un bon alignement, une bonne corrélation entre les deux. Et donc il y a un certain nombre d'analyses comme ça qu'on va réaliser. On va
s'assurer que les priorités sont bien clairement définies, comme pour Dell, augmenter la marge, ou pour Best Buy, assurer un bon conseil en magasin. Et on va également faire une analyse des risques, et notamment une analyse des risques financiers du système actuel. Ensuite, on a une deuxième étape qui est le sprint de co-conception. On va faire des ateliers d'exploration avec des collaborateurs pour arriver à 2 ou 3 modèles différents qu'on va ensuite modéliser et faire des simulations de coûts et des simulations d'impact. Ensuite, il y a une troisième étape qui est le sprint de mise en œuvre, où on va s'assurer que les données qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable sont fiabilisées. C'est un des enjeux absolument critiques pour derrière avoir des calculs qui sont faits automatiquement. On va intégrer les différentes règles RH. Comment est-ce qu'on prend en compte des congés, un congé paternité, des ordres de délégation syndicale, des formations dans les calculs. Et on va également définir comment on gère les exceptions. À la fin du mois, il y a toujours des exceptions, un dossier qui doit être transféré d'une personne à une autre parce qu'elle était mal affectée dans le CRM, etc. Et puis une quatrième étape qui est le sprint de déploiement. On va d'abord déployer avec les managers et fiabiliser l'ensemble du dispositif avant de déployer à l'ensemble des collaborateurs. Et comment fiabiliser ce processus? Moderniser la gestion, l'animation de la rémunération variable. Comment faire un outil de croissance et de rétention des talents? Alors, la rémunération variable, on a vu que dans de très nombreuses entreprises, c'est une source de frustration, c'est une source de contentieux, c'est même parfois une source de rupture. La rémunération variable, elle est au cœur de la confiance entre le collaborateur et l'entreprise. Et donc, il est absolument indispensable, et notamment dans un environnement aujourd'hui où on cherche à redonner de l'engagement aux équipes, de fiabiliser ce processus pour refaire de la rémunération variable un outil de motivation. Et pour ça, le digital va nous apporter une aide précieuse pour à la fois automatiser les calculs et la gestion et permettre aux managers de s'emparer du sujet pour en faire un vrai outil d'animation de la performance. Alors pour ça, on va automatiser, le digital permet d'automatiser les calculs. Alors, automatiser les calculs, ça veut dire quoi? Ça veut dire agréger les différentes sources de données qui viennent du CRM, qui viennent de la finance, qui viennent d'une couche de business intelligence, qui viennent du système RH, pour construire un référentiel unique. De ce référentiel unique, on va pouvoir faire les calculs, les publier, avoir donné aux managers les moyens d'utiliser cette information comme un vrai outil de management, et puis permettre aussi l'automatisation des remontées, des correctifs, de la validation de ces correctifs, pour ensuite nourrir le flux de gestion et la paye à la fin du mois. Une fois qu'on a automatisé le calcul, on va pouvoir également faciliter l'accès à la rémunération variable et l'accès en lecture directe. Et là, vous avez un exemple directement sur mon application mobile. Je peux voir que je vais gagner 1046 euros, dont 480 euros sur les displays, 630 euros sur le sell-out, avec des jours de congé et des correctifs associés. Donc j'ai beaucoup plus de transparence au niveau individuel. Ces chiffres-là sont disponibles pour le manager sous forme de tableau, également consultable depuis l'application mobile ou depuis une plateforme web qui peut télécharger et animer. Voilà. Un des éléments clés, c'est d'être capable de, quand j'ai ce chiffre, de pouvoir cliquer sur l'un de ces 4 blocs pour aller voir le détail, se dire où est-ce que toutes mes commandes ont bien été passées. Et donc là, en cliquant sur un des blocs, je vais sur une seconde page qui va me donner le détail de cet indicateur, du calcul de cet indicateur. Ça va renforcer la transparence sur le calcul, ça va renforcer la confiance que le collaborateur a dans la rémunération variable et donc dans l'entreprise. Alors les bénéfices de l'automatisation, de la digitalisation, de la modernisation de la rémunération variable, ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est que ça réduit les coûts. Ça permet de faire gagner du temps à toutes les personnes qui font les calculs, la fiabilisation, les corrections de la rémunération variable. Ça permet de booster le business en refocalisant les commerciaux là où ils apportent de la valeur ajoutée et là où on les attend.
et ça permet de retenir les talents en retissant ce lien de confiance avec l'ensemble des équipes. On va passer aux questions du public. Alors, vous pouvez directement poser vos questions et dans le chat si vous le souhaitez. Voilà. Faut-il publier les classements? Alors, faut-il publier des classements? Faut-il publier des classements? Il y a deux réponses. La première, c'est sur la rémunération variable, non. Puisque la rémunération variable est un élément contractuel confidentiel entre le collaborateur et l'entreprise, donc on ne peut pas publier de rémunération variable en soi. Ce que les entreprises les plus efficaces font, c'est qu'elles publient des classements sur les leviers qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable. Donc, en donnant accès aux détails de chaque indicateur en lecture directe grâce au digital, on peut adjoindre à cette lecture directe un positionnement du collaborateur, soit au sein de son équipe, c'est un classement individuel au sein de l'équipe, soit un classement individuel au national, soit un classement de l'équipe au sein du groupe sur cet indicateur. Et ça, c'est un élément extrêmement puissant de motivation. Certaines entreprises ne veulent pas stigmatiser les moins bons performeurs, à juste titre. On veut valoriser les bonnes performances, mais on ne veut pas stigmatiser les moins bons. Et pour ça, on a développé la capacité de créer des classements anonymes, où on va publier et ça c'est au choix de l'administrateur, les 3 premiers, 5 premiers, 10 premiers, et tous les autres, on ne verra pas les noms en lecture directe, on verra juste, le collaborateur verra juste qu'il est 20e et il verra la liste des 5 premiers par exemple. Donc les classements, non pour la rémunération variable parce que c'est un élément confidentiel très sensible. Oui, pour tous les indicateurs qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable, c'est un bon moyen de créer de l'émulation et notamment de l'émulation collective avec des classements par agence par exemple ou par région. À propos de système collectif, comment détecter les profiteurs dans un système collectif? Alors, ça c'est une très bonne question. Il y a deux réponses. Si il y a vraiment la possibilité de profiter, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de collectifs. Si le commercial a un impact très fort sur sa performance et que finalement il peut bénéficier d'un système collectif et qu'il n'est pas du tout motivé pour l'impact qu'il a sur la performance, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de collectif dans l'équilibre individuel collectif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une culture d'entreprise à faire évoluer, à développer. Et ça, c'est vraiment autour de la formation des managers en tant que manager coach. De la même façon que dans une équipe de rugby, il y a des stars. Il y a des Dupont qui sont meilleurs joueurs souvent à chaque match, qui a été élu meilleur joueur du monde de rugby. Et puis, il y a les petits jeunes qui arrivent et qui sont moins performants. Et ben, c'est pas pour ça qu'on dit que le collaborateur, que le joueur qui vient d'arriver dans l'équipe profite. Il fait partie de l'équipe, mais ça demande une attitude de coach de la part du manager, donc de travailler en groupe pour aider le collaborateur à atteindre les objectifs qu'on lui fixe collectivement. Ça, c'est une première explication, enfin une première direction de travail. La deuxième direction de travail, et alors ça demande un peu de subtilité, et c'est ce que permet aussi très bien le digital, et notamment les fonctionnalités de coaching sur Incentive, c'est d'organiser du coaching pair à pair. Et on peut maintenant également faire des performances par duo. Et on a certains clients qui créent des duos avec le moins bon de l'équipe et le meilleur de l'équipe, le deuxième moins bon et le deuxième meilleur, le troisième moins bon, le troisième meilleur, etc. Donc en moyenne, les duos ont une performance équivalente. Et ensuite, on va mesurer la performance de chacun de ces duos. Et donc les meilleurs sont engagés à aider les moins bons à travailler. Et avec ce coaching individuel très personnalisé pair à pair, ça permet de débloquer des situations un peu compliquées. Voilà. À propos des managers, comment impliquer les managers dans l'animation de la rémunération variable?
Alors ça, c'est un très bon sujet. Historiquement, les managers n'avaient pas accès à la rémunération variable des collaborateurs parce que les systèmes ne le permettaient pas. Et donc, chaque mois, on découvrait où est-ce qu'en était chaque collaborateur de sa rémunération variable. Et historiquement aussi, on avait des formules très compliquées. Ce qui fait que le manager avait beaucoup de mal à même simuler ce qu'un collaborateur pouvait gagner. Ce qui le faisait passer complètement à côté de situations où, par exemple, il y a un seuil à 80%, le commercial est à 75%, on est le 25 du mois et le manager ne fait rien. Et bien ça, s'il n'y a pas la donnée accessible pour le manager et que le manager n'en sait rien, il ne peut rien faire. Alors que si le manager a la donnée accessible, il a la notification qu'un collaborateur est pas loin de son seuil, et ben il va aller voir le commercial et il va l'aider à aller chercher les 5% supplémentaires pour l'aider à franchir ce seuil. Donc la première chose, c'est une grande transparence sur l'information, c'est ce que permet le digital. Le deuxième élément, c'est des règles de calcul plus simples, des règles de calcul plus simples, plus lisibles. Alors si c'est des commissions, ben là c'est en général assez simple parce que c'est un pourcentage direct de la marge ou du chiffre d'affaires. Si c'est un système de prime sur objectif, là c'est un peu plus compliqué, mais donc il faut éviter d'avoir 20 ou 25 éléments qui rentrent dans l'objectif. Bonjour, mon collègue a eu le Covid le mois dernier pendant une semaine et notre prime collective n'a donc pas été atteinte. J'ai demandé une prime collective au prorata, mais qui a été refusée. Que peut-on demander pour compenser ce manque? Alors, ça c'est une bonne question. Euh, des malades, des gens qui partent en congé, des congés tout à fait classiques, il y en aura tout le temps. Et donc, ça fait partie de la vie. Donc, alors je ne sais pas si c'est un commercial qui pose la question ou si c'est un manager. Si c'est un commercial qui pose la question, ben là, c'est réfléchir collectivement avec les autres commerciaux sur quand il y a quelqu'un qui part en congé, comment est-ce qu'on peut couvrir son territoire pour l'aider à closer ses affaires en cours et pour collectivement atteindre la prime du mois. Si c'est un manager qui pose la question, là, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire avec l'équipe pour aider à mettre en place une dynamique où les gens s'entraident plus. Voilà. Quelle relation entre la rémunération variable et les challenges commerciaux? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que on a fait une analyse il y a 5 ans, on a regardé les plans de rémunération variable et les challenges qui étaient organisés par des entreprises dans des secteurs très différents. Et dans 70% des cas, les critères qui étaient retenus pour la rémunération variable étaient identiques aux critères qui étaient retenus pour les challenges. Et donc, les challenges n'avaient aucun pouvoir motivationnel, si ce n'est de créer un peu d'animation, un peu de fun entre les équipes. Mais finalement, on voit que ce qu'on fait dans un challenge, qui est de créer de l'émulation, soit individuelle, soit collective, on peut le faire sans challenge, c'est-à-dire sans revenus supplémentaires directement avec la rémunération variable, puisque la rémunération variable, elle récompense déjà une performance. Et en y ajoutant des classements sur des classements collectifs, par exemple par agence, sur les éléments qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable, on va réussir à créer cette émulation juste avec la rémunération variable. Donc on voit que la rémunération variable, elle peut être extrêmement puissante sur les éléments qui la composent. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter les challenges? Alors, bien sûr que non, il ne faut pas arrêter les challenges. Les challenges, ils sont là. Finalement, on peut comparer la rémunération variable au terreau, au terreau qu'on va mettre pour faire pousser ces rosiers. C'est la base, c'est ce qui va permettre aux rosiers de pousser. Et le challenge, c'est l'engrais qu'on va rajouter ponctuellement lorsqu'il y a un besoin particulier, un besoin pour sortir de l'hiver, un besoin pour assurer une refloraison, un besoin pour combattre une maladie particulière qu'aurait attrapé le rosier, un besoin parce qu'il y a plein de pucerons. Voilà. Donc il faut vraiment bien distinguer d'un côté les éléments de rémunération variable qui sont là pour assurer les fondamentaux du commercial dans la réalisation de ses objectifs,
en fonction de la stratégie de l'entreprise, donc pas forcément que des objectifs de chiffre d'affaires, ça peut être des objectifs de service, de qualité de service client. Et ensuite, les challenges qui vont apporter un complément ponctuel autour d'un élément qui peut être aussi quali ou quanti. Alors, la grande révolution qu'il y a eu ces dernières années dans les challenges, c'est qu'on fait de moins en moins de challenges sur juste le chiffre d'affaires et la marge, parce que on a évangélisé et convaincu beaucoup d'entreprises à travers le monde que ces challenges qu'on organisait sur les mêmes critères que sur les salaires variables servaient à rien. Et donc maintenant, les challenges, on a développé chez Incentive une approche qu'on appelle le nouvel art d'engager, les challenges ART, où on va récompenser, on va challenger autour d'un événement important pour l'entreprise, par exemple un lancement de produit. On va récompenser plusieurs typologies de collaborateurs, des collaborateurs autour de l'apprentissage, donc les bons élèves, ceux qui font toutes les formations et qui les refont jusqu'à ce qu'ils obtiennent 100%. Et donc on va gamifier la mécanique d'acquisition de compétences et des formations. On va gamifier bien sûr les résultats. Des résultats autour, par exemple, du nombre de nouvelles affaires détectées sur le nouveau produit qu'on lance. Et puis, on va également récompenser une troisième population qui sont les gens qui aiment partager leurs expériences, qui aiment partager les bonnes pratiques, qui aiment partager leurs belles histoires. Et ça, c'est un autre type de population qui joue un rôle très important au sein d'une organisation pour fluidifier l'expertise et l'information au sein des équipes. Et donc, à travers les challenges RT, acquisition de connaissances, réalisation d'objectifs, transmission du savoir et d'expertise, on arrive à des challenges beaucoup plus engageants qui vont motiver pas simplement les meilleurs qui sont déjà récompensés par les primes, les surprimes et les bonus, mais on va pouvoir engager l'ensemble de l'organisation dans l'excellence opérationnelle. Roland, je suis d'accord avec toi et on peut aussi mixer la rémunération variable entre individuel et collectif, notamment quand on s'adresse à des managers, intermédiaires ou non, à la fois pour la progression de leur BU et aussi pour encourager le travailler ensemble et les synergies. Alors ça, c'est une très belle remarque. Là, on a parlé de rémunération variable de façon générale, mais tout le travail à mener pour définir une stratégie de rémunération variable alignée avec les objectifs, il doit se faire pour les commerciaux, mais il doit se faire également pour toutes les personas, les typologies de collaborateurs que l'on a, donc les commerciaux, des avant-ventes, des ADV, les managers de proximité, les directeurs régionaux, les coachs éventuels. Donc oui, très belle remarque. Nous avons 23 paramètres qui rentrent dans le calcul de nos rémunérations variables aujourd'hui. Quels conseils pouvez-vous donner pour rendre le système plus motivant? Alors ça, c'est un cas très courant. On a beaucoup de paramètres. Pourquoi on a beaucoup de paramètres? Parce qu'on vend beaucoup de produits, on vend beaucoup de services. Et donc forcément, chaque BU, chaque division a envie de pousser ses produits. Et donc dans les négociations qui ont lieu lors de la constitution d'un plan de rémunération variable, on veut donner raison à chacun, et donc inclure dans les plans de rémunération variable chaque ligne de produit. Alors, là, il y a deux réponses possibles. La première réponse, c'est de dire on va travailler sur un socle global et ensuite travailler avec des challenges pour animer chaque ligne de produit successivement pendant l'année, pour s'assurer qu'on va monter en compétence régulièrement le collaborateur sur chacune des lignes de produits. On réactive finalement la capacité du collaborateur à vendre la ligne de produit régulièrement avec des challenges successifs. Mais c'est pas toujours possible, ni souhaitable, ni simple à réaliser. La façon la plus efficace de gérer cette situation, c'est de consolider les produits. Par exemple, si on a 23 critères, on va rassembler ces 23 critères en 4 piliers, par exemple. Si on est dans les télécoms, par exemple, on va créer un pilier autour de la téléphonie, un pilier autour des réseaux, un pilier autour de la sécurité, et donner de la visibilité au commercial en première lecture à sa performance sur chacun des piliers.
Comme ça, il aura directement une visibilité sur où est-ce que je me positionne sur les grands piliers. Et puis, en cliquant sur l'un de ces piliers, il va pouvoir voir le détail ligne de produit par ligne de produit. Comme ça, on conserve la sophistication et l'équilibre entre les différentes BU, mais on simplifie la visibilité directe et l'analyse derrière pour le collaborateur et pour son manager qui est chargé d'animer la performance. Et si on intégrait aussi les back-office et les middle-office dans les rémunérations variables, car ils sont partie intégrante de la chaîne de vente et donc de la création de valeur? Alors ça, c'est une très belle remarque. C'est une très belle remarque et j'ai envie de répondre oui et non. C'est une très belle remarque assez généreuse qu'on entend souvent en disant mais finalement mon ADV sans elle ou sans lui je pourrais pas m'en sortir voilà et on a même des commerciaux qui disent bah voilà je serais prêt à partager ma propre rémunération avec mon ADV et ça c'est très bien et c'est très généreux, on peut le faire. Mais il y a deux façons d'y réfléchir. La première façon, et on revient à la première question, est-ce que l'ADV, il préfère un variable participer au succès collectif ou est-ce qu'il préférait un peu plus de rémunération fixe? Et en général, les ADV n'ont pas toujours des salaires très élevés. Donc là, il faut se poser la question à son niveau. Est-ce que finalement, on la motive pas, on l'engage pas plus en augmentant sa rémunération fixe? Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est, et là on redescend dans le déroulé de cette présentation, c'est finalement sur quoi est-ce que j'attends mon ADV? Est-ce que mon ADV participe à la vente? Et ça peut être le cas, notamment on travaille beaucoup dans la restauration collective et des entreprises comme Pomona, comme Transgourmet qui livrent des restaurants. Les commerciaux travaillent souvent en binôme, avec le commercial qui se déplace voir le restaurateur pour lui présenter des nouveaux produits, et puis une ADV qui fait aussi un acte de vente qui prend les commandes. Donc là, il y a une vraie répartition, et en général, dans ces cas-là, l'ADV a déjà une rémunération variable intégrée. Ou alors on a une ADV qui est beaucoup plus en mode back-office et dont on va attendre dans sa valeur ajoutée une bonne rigueur dans la complétude des dossiers pour que les dossiers derrière soient automatiquement validés par la finance et puissent être déployés efficacement. Et dans ce cas-là, on peut réfléchir à des rémunérations variables, mais pas des rémunérations variables qui partagent le succès du commercial, puisque l'ADV ne va pas avoir d'influence, comme on disait tout à l'heure, sur le processus commercial. En revanche, on va pouvoir créer des rémunérations variables sur la qualité des processus sur lequel on va pouvoir attendre l'ADV. C'est la fin de mes questions. Très bien. Eh bien, merci à tous. On a débordé nos 45 minutes classiques. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. C'est un sujet absolument passionnant. Toutes les équipes d'Incentive sont à votre disposition pour vous aider à y réfléchir. N'hésitez pas à nous contacter. La semaine prochaine, on aura l'immense plaisir de recevoir Florent Marcoux. Florent Marcoux, c'est le directeur général de Surfrider Foundation Europe, qui se bat pour des océans et des rivières plus propres. On a voulu en 2022 intégrer dans nos masterclass de l'excellence commerciale des intervenants qui peuvent être des partenaires des organisations commerciales dans la création de challenges innovants pour donner du sens à l'action collective, s'engager pour la planète. C'est la semaine prochaine avec Florent Marcoux dans les masterclass de l'excellence commerciale. Un grand merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine.